Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à l'heure qu'il est. On se retrouve pour l'épisode 5, épisode un peu particulier. Pourquoi? Je vous avais annoncé hier, aujourd'hui, il y avait un baptême et j'étais parrain. Donc tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est me lever, vous avez vu déjeuner, me préparer, travailler, message bilan, aller au baptême, rentrer, rebosser. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Je prépare à manger mon repas du soir. Aujourd'hui, pour vous faire le topo, j'avais amené mes 3 crêpes. Comme d'habitude, je les ai mangées. Et j'ai eu la chance d'avoir des amis incroyables. On a mangé au restaurant et ils ont demandé pour moi des plats spéciaux. Parce que vous savez, avec la diète low FODMAP que j'ai au restaurant, c'est juste l'enfer. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait en entrée un filet de poulet nature à l'huile d'olive avec de la salade verte nature à l'huile d'olive. Et ensuite, un riz blanc à l'eau avec du sel et un poisson blanc cuit à la vapeur. Donc c'était parfait pour ce que j'ai. Bien sûr, ça ne fait pas rêver. Bien sûr, pour un restaurant, voilà, mais j'étais invité. C'est le baptême, j'étais parrain, donc bien sûr que je vais y aller. Ramener mon tupperware, c'était assez gênant. Ils ont pu demander ça. Le restaurant était génial, je les remercie. Et j'ai pu manger au milieu de tout le monde. Après ça ne me dérange pas du tout, j'étais pas gêné. Voilà, les gens ont du mal à comprendre, surtout que tu peux faire du bodybuilding, mais là c'est assez particulier. Je leur ai simplement expliqué, il faut expliquer les choses et ils ont compris. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est même pas une question de est-ce que les choses me font envie, est-ce que je suis frustré ou non, parce que j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie d'avoir mal au ventre, j'ai pas envie d'avoir les coliques que j'ai eues, voilà, j'ai plus envie de ça du tout. J'ai envie d'être en bonne santé, j'ai envie d'atteindre mes objectifs, de me remettre en pleine forme, de retrouver un physique qui ne me complexe pas, dont je suis fier, et le physique que je devrais avoir au bout d'autant d'années de pratique avec les rêves que j'ai, les objectifs. C'est pour ça que je fais ces vlogs, c'est pas pour vous montrer une progression lambda et un truc lambda, c'est pour vous montrer comment je vais faire, comment je m'adapte. Donc voilà, mais cet épisode, je vais quand même vous faire du contenu, il va quand même être particulier, puisque ce que je vous propose, pendant que je cuisine le dernier repas du soir, patates douces, poulet, eh bien, c'est de vous parler de mon parcours. Mon parcours en tant que coach. Comment est-ce que j'ai réussi à avoir du succès? Alors du succès selon mes critères, mes standards, selon vous allez voir le point d'où je partais et le point où j'en suis aujourd'hui, même si c'est un succès qui pour l'instant est éphémère, parce que je ne suis pas au bout de la course, on pourra dire que c'est un véritable succès à la fin de ma vie, premièrement, et deuxièmement, c'est un succès qui est mesuré, ça ne veut pas dire que c'est un énorme succès, ça ne veut pas dire que c'est un exploit incroyable, mais ça l'est pour moi dans le sens où ça m'a comblé, ça m'a rendu heureux, fier de moi, ça m'a donné confiance en moi et ça me donne envie, comme toujours, d'aller plus haut. Donc, pour tous ceux qui me regardent, qui souhaitent entreprendre, qui peut-être ne croient pas en eux, qui partent de rien, qui sont coachs, qui se disent qu'aujourd'hui c'est difficile, j'espère que ce que je vais vous dire va vous aider peut-être vous inspirer, peut-être vous motiver, vous rebooster, vous faire vous poser des questions, voilà, tout ce que ça peut vous apporter de positif, ce sera bon pour vous, donc bon pour moi, enrichissant pour nous. Donc voilà, je me lance et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions dans les commentaires, je vous répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Je vous raconte en cuisinant mes patates douces. Let's go! Par où commencer? Alors, pour vous faire un petit historique, je suis né à Lyon. Parents qui se sont très vite séparés.
quand j'avais à peu près 1 an, mes parents se sont séparés, donc j'ai pas de souvenir de mes parents ensemble. Et tout de suite, ma mère a eu la garde et a retrouvé quelqu'un qui a joué un grand rôle dans ma vie, que je vois encore, qui a pris le rôle de père, en fait, tout simplement. J'ai été donc élevé par un viticulteur. Jusqu'à mes, je dirais 12-13 ans, j'ai eu une vie assez normale. Une enfance assez normale, bien cadrée, j'ai manqué de rien, etc. Vraiment pas de quoi se plaindre et j'ai pas aucun souvenir malheureux de cette époque, au contraire. Voilà. Et j'ai grandi avec beaucoup de discipline, du coup. J'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de discipline et une valeur du travail très importante. Parce que c'est pas cliché, mais les gens de la terre, les viticulteurs, les agriculteurs, sont des gens effectivement très durs, qui sont très peu dans l'émotion, mais ce sont des gens aussi qui, bien souvent, en tout cas de l'expérience que j'en ai, sont des gens qui sont très droits, très rigoureux, très consciencieux dans leur travail et qui ne se trouvent pas d'excuses. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'ils soient fatigués ou non, ils vont bosser quand il faut aller bosser. Et ça, c'est un exemple incroyable que j'ai compris plus tard, celui que je considère aujourd'hui comme mon père. Eh bien, c'est un modèle incroyable de travail pour moi. Voilà. Donc ça m'a beaucoup inspiré dans ma jeunesse. Vers l'âge de 12-13 ans, mes premiers épisodes d'anorexie ont commencé. Alors bien sûr, au début, je ne l'ai pas identifié du tout en tant que tel, si vous voulez. En fait, ça a commencé petit à petit et puis ça a dévié jusqu'à devenir très grave. Voilà, je perds énormément de poids. Et c'est surtout je ne suis pas arrivé à un poids très extrême, c'est-à-dire que je suis pas arrivé à 30 ou 25 kilos. Le problème, c'est l'activité physique que j'avais en parallèle de cette perte de poids qui était très importante. Donc le déficit calorique était monumental. Pour un âge où l'on est censé se construire, je me détruisais. Donc c'est ce qui fait que ma santé s'est détériorée très très rapidement. Et en fait, j'avais un complexe énorme autour du ventre. Peut-être que vous avez déjà vu des épisodes où j'en parlais. Et je cherchais via l'anorexie et les différentes méthodes, donc plus manger du tout, faire énormément de sport. Enfin, c'était extrême. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, si vous n'avez jamais fait d'épisode d'anorexie, ça peut être extrême. Le bodybuilding à côté, c'est rien. Donc voilà. Et donc, je cherchais le moyen de ne plus être complexé. Et j'avais des amis en parallèle musclés. Je m'en souviens d'un en particulier, je ne citerai pas son nom par respect, qui faisait du rugby et qui avait un physique incroyable déjà en 5e, 4e, voilà la génétique. En plus du travail, il faisait beaucoup de musculation là-bas, il faisait beaucoup de musculation rugby, je veux dire, il faisait, et voilà, incroyable. Plus tard, il a joué au Loup et après en équipe de France junior de rugby, donc pour vous dire, bref, c'était incroyable. Et je me disais comment il est aussi musclé. Et il me dit, ils font du gainage, des pompes. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai commencé chez moi à faire du gainage, des pompes. Et puis plus tard, je voyais que voilà, je voulais plus. Donc j'ai commencé à acquérir mon premier livre de musculation, qui était la méthode Lafay, méthode au poids du corps, qui a eu un succès incroyable. D'ailleurs, on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question. J'ai commencé par faire ça. Il vous suffit d'une barre de traction et de chaises. Alors je m'en souviens être parti sur mon petit scooter, acheter ma barre de traction et revenir avec une barre de traction en bas de mon scooter à mes pieds et rouler avec ça. On est des fous quand on est ado. Bref, donc je me souviens faire ça et tout. Et puis je fais ça pendant un moment. Mais bien sûr, j'étais encore anorexique, très sévère en parallèle, donc j'avais pas de résultats. Bref, là n'est pas la question. Et en fait, si vous voulez, à cette époque-là, forcément avec l'anorexie à l'école, c'était compliqué, la vie avec les autres. Compliqué d'aller au self alors que j'étais ultra complexé, que je voulais rien manger, etc. etc. Donc voilà, j'ai cherché un échappatoire entre guillemets et quitté le système scolaire classique. Et je me suis orienté vers un bac technologique cuisine à la base. Hôtellerie-restauration pour être exact, au lycée François Rabelais. Je vous jure que c'est vrai. Si certains étaient au collège ou au lycée avec moi, ils pourront témoigner dans les commentaires. Donc j'ai fait un bac hôtellerie-restauration à François Rabelais, à Dardilly. Vous pouvez regarder que je n'ai jamais terminé. Pourquoi? Parce que à cette époque, je rentre au lycée et je suis passionné de musculation. Et je commence à comprendre que je fais n'importe quoi avec à ne rien manger et croire que je vais vaincre mes complexes. Et je commence à m'intéresser à l'alimentation. Et je commence à comprendre que je fais l'inverse que ce qu'il faut. Que pour perdre du gras, il ne faut pas rien manger et faire des heures et des heures de cardio, etc. Il faut faire de la musculation, il faut avoir le repos nécessaire et il faut manger correctement. Et c'est ce qui me sauve en parallèle, parce que je continue à avoir les problèmes mentaux d'un anorexique, mais plus les habitudes. Donc j'arrive à reprendre le pas sur ma santé. Sauf que je vois bien
qu'un métier de cuisinier ou de serveur ou de réceptionniste d'hôtel, puisque je faisais les trois dans mon bac, ce ne sera pas gérable pour avoir ce quotidien-là. Et le plus important pour moi à cette époque, c'est quoi? C'est ça. Je vous promets, c'était le début des téléphones, on pouvait aller sur Internet. Je vous jure que pendant les cours, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais sur un forum qui s'appelle musculaction.com. À l'époque, il y avait ça, Superphysique et d'autres forums. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ce forum, dites-moi dans les commentaires. Et je passais mes journées dessus. Sur ça et sur le site superphysique.org. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime autant Julien Vénesson et Rudy Koya. Vraiment, c'est des références pour moi, parce qu'ils m'ont tellement apporté à cette époque sans le savoir. J'ai poncé ce site superphysique.org. Donc je lisais ça pendant les cours dans ma trousse, je vous jure. C'était incroyable. Ma passion pour ça était incroyable. Pour ça, vous ne pouvez pas imaginer, bref. Et je cherche un boulot, du coup, où je peux faire ça. Et quel boulot? Coach. Donc je me dis, je vais faire coach. Ok, comment on fait coach? Comment on fait coach? Soit on rentre en licence TAPS, sauf que quand tu es en bac hôtel-restauration, après le bac hôtel-restauration, tu ne rentres pas en licence TAPS. Le niveau scolaire n'est pas trop le même. Le cursus n'est pas logique. Donc ils ne vont pas te prendre. Et puis c'est trop long surtout, parce que à cette époque, je suis en première, je vais juste passer le bac de français. Donc je me dis, non, c'est trop long, je ne tiendrai pas encore un an, il faut que je trouve une solution. Et je vois BPGEPS, les écoles de BPGEPS. Donc je me renseigne de manière autonome, j'étais déjà très autonome à cet âge-là. Et il faut savoir que dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à travailler avec un de mes oncles dans les mariages. Je faisais le service et la cuisine dans les mariages, les conscrits en tant que traiteur, parce que ici le Beaujolais c'est la région des conscrits. Et que par la suite, j'ai très vite fait un job étudiant chez Pizza dell'Arte en tant que serveur, puis plus tard cuisinier. Vous pouvez rigoler, ça peut être drôle, mais je suis très reconnaissant d'avoir eu cette expérience, puisque je suis très fier. À 16-17 ans déjà, je travaillais, je me débrouillais parce que j'ai pas eu le choix, parce que à cette époque, la vie était un peu difficile, puisque ma maman, que je ne vois plus aujourd'hui, a commencé ses premiers épisodes de dépression très profond, et voilà, la vie a grandement changé. Je n'avais plus mon beau-père que j'ai retrouvé par la suite, qui était un socle dans ma vie. Ma mère a complètement perdu pied. On n'est pas là pour faire son procès, mais voilà. Et donc je me suis retrouvé seul, totalement seul. Et j'étais absolument pas prêt. Voilà, seul à gérer financièrement, seul à gérer psychologiquement. Et j'avais une anorexie pas encore réglée, donc ça a été très 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 dur. Voilà, bien sûr il y a pire dans la vie, mais je vous explique. Donc je vois ce BPGEPS, pour revenir à nos moutons. Sauf que je vois que ce BPGEPS, c'est à l'époque l'école qui veut me prendre 8 000 € pour faire les 2 mentions. 8 000 €, je les ai pas. Bien sûr, vous doutez qu'avec ce que je viens de vous raconter, je les ai pas. Donc je fais un prêt à la banque. Et je tombe sur un super banquier qui accepte de me faire un prêt, qui comprend ma situation et qu'il faut bien que je m'en sorte dans la vie et que j'ai une passion. Je réussis à faire ce prêt étudiant, à bosser plus d'heures à dell'Arte en plus de l'école et du stage. C'était sous forme de stage. Donc il faut savoir qu'à l'époque, tous ceux qui ont fait des BPGEPS à la même époque que moi, on bossait en salle, on allait à l'école, on faisait des heures et des heures et on ne touchait pas un seul euro. Je vous jure que c'est vrai, ceux qui ont fait comme moi, mettez-le dans les commentaires. Pendant des années. Donc en plus de ça, je devais travailler à Pizza dell'Arte. Donc c'était un rythme de fou, mais franchement, quand tu as 17 ans, quand tu es passionné, tu t'en fous. Tu peux bosser 70 heures par semaine, 80 heures, t'as pas d'enfant, t'as pas de femme, tu es tout seul, c'est ta passion. La cuisine, le service, j'adorais aussi en soi. Dell'Arte, on était bien que entre jeunes. T'as pas besoin de beaucoup de sommeil et de récupération. Et puis de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est la vie. Tu veux t'en sortir, tu fais ce qu'il faut, tu te sors les doigts. Voilà, j'avais pas le choix. Je devais m'en sortir, je ne voulais pas rester dans cette situation. Donc je me suis battu bec et ongles, j'ai bec et ongles. Et donc voilà, ça s'est passé comme ça. J'ai réussi à obtenir mon BPGEPS et la salle dans laquelle j'étais par la suite, qui depuis a fermé, déposé le bilan plus tard par la suite, m'a proposé ensuite de continuer. Donc j'ai continué mes études ensuite sur un CQPALS qui est un contrat de qualification professionnelle pour encadrer les publics plus spécifiques qu'on n'apprend pas en BPGEPS, type femmes enceintes, personnes handicapées, personnes mineures, etc. Vous voyez, adapter les différentes pratiques. Ensuite j'ai fait une mention complémentaire en nutrition et voilà. Et ensuite il était temps pour moi de gagner vraiment ma vie parce que
financièrement, c'était très dur. Vous vous en doutez. Et j'avais un rêve, c'était d'être un bodybuilder. Donc, à l'âge de 18 ans et demi, 19 ans, je me suis mis auto-entrepreneur. Je me suis mis à mon compte tout de suite. Et j'ai commencé par faire du coaching en salle. J'avais la chance d'avoir beaucoup travaillé en salle, du coup, via mes études. Et donc, les gens m'avaient vu, etc. Et certains m'ont donné ma chance. Je les en remercie du fond du cœur s'ils voient cette vidéo, pour les coacher. Et donc, j'ai commencé à avoir des coachings en salle. Et vous savez, c'est pas bien de commencer tout de suite par le coaching en ligne. Vous ne réussirez pas comme ça. Commencez par le coaching en salle. Pourquoi ? Parce que le coaching en salle, ce n'est que du bouche à oreille, que du visuel. Les gens vous voient coacher d'autres gens. Les gens parlent entre eux. C'est du réseau local. Et c'est très facile, si vous êtes consciencieux et bon en relationnel, bon dans votre métier passionné, de vous développer comme ça. Et là, vous allez acquérir votre première expérience, votre sens du business, de l'argent, écoutez-moi bien, et vos premiers avant-après. Et avec cet argent et vos premiers avant-après, vous pourrez vous mettre en avant sur Internet de manière crédible et travailler en amont votre stratégie et sponsoriser votre contenu, créer un site Internet grâce à l'argent que vous gagnez. Et là ensuite, vous pourrez vous lancer sur Internet. Et là, vous ferez la différence entre ceux qui tout de suite veulent la liberté financière, travailler d'où je veux quand je veux, et Internet c'est l'avenir, et se lancent et au final n'ont pas de clients. Parce que quand tu as 10 ou 20 clients en coaching, tu n'as pas de clients. Tu ne peux pas faire sur le long terme, tu ne peux pas gagner ta vie, tu es toujours à ça de la difficulté financière, tu es toujours à ça que ton business s'écroule. Et si tu es à ton compte et que tu fais 2-3 000 euros par mois, bah, tu n'as pas grand-chose. Ça vaut mieux travailler en salle parce que tu n'as pas la sécurité, parce que avec ce que tu vas payer en termes de charges, en termes d'impôts, en termes de mutuelles, etc., parce que tout ça, c'est pas compris, si tu as un arrêt maladie ou autre, il faut le prévoir, et bah, tu gagnes un SMIC en vérité. Donc, il est important de penser. Alors, bien sûr, au début, si tu gagnes ça, c'est déjà très bien, mais je veux dire sur le long terme, c'est pas un objectif vivable. Si tu veux une vie confortable, hein, ne serait-ce que manger à ta faim. Voilà, donc il faut voir sur le long terme et pour moi être stratégique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, lorsque j'ai eu suffisamment de clients en salle, donc vraiment j'arrivais à booker vraiment en salle, eh bien je me suis lancé sur Internet. Et en fait, j'ai eu la chance d'arriver, c'est vrai, au début des réseaux sociaux entre guillemets, et au début où notre milieu devenait populaire et communiquait sur les réseaux. Et en fait, si vous voulez, c'était le début des lives Facebook. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui en faisait, premièrement. Et la sponsorisation à l'époque coûtait vraiment pas cher et vous pouviez toucher pas mal de monde. Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'ai remarqué que le coaching, ce qui compte, c'est la confiance. Pour réussir dans le milieu du coaching, il faut la confiance des gens. Alors bien sûr, si tu es un bon marketeur et un bon baratineur, cette confiance, elle peut être tronquée. C'est-à-dire que tu peux escroquer les gens. C'est comme ça, au final, que j'ai commencé à avoir de la visibilité et à réussir à me développer en coaching. C'est bien, ça a bien augmenté et à un moment donné, j'ai pu me consacrer qu'au coaching en ligne, ce qui était mon objectif. Parce que le problème du coaching en salle, c'est que pour gagner votre vie, comme vous êtes limité par le temps et vous ne pouvez pas vous démultiplier, vous ne pouvez coacher qu'un nombre limité de gens. Et en plus, c'est un prix, le coaching en salle, c'est minimum 50 € de l'heure. Qui peut mettre 3 fois par semaine 150 €, 600 € par mois pour un coach. Et pour le voir que 3 heures, sans la diète, sans les bilans, sans les messages s'il y a un problème, et les autres séances, vous faites quoi? Vous voyez, donc c'est un public très limité, très spécial. Surtout, je ne voyais pas les gens assez souvent et j'avais pas assez de contacts pour pouvoir avoir vraiment les résultats que je voulais. Ce qui n'est pas le cas avec le coaching en ligne. Et en plus, le coaching en ligne, tu peux travailler d'où tu veux, quand tu veux. Tu peux coacher des gens dans le monde entier sans problème. Et tu peux l'adapter pour, entre guillemets, tous les budgets. Et à un moment, en fait, vous avez toujours un plafond de verre. Ça marche toujours comme ça. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Des fois, lorsque vous êtes à votre compte, c'est comme ça. Des fois, vous travaillez, vous faites des projets, vous tentez des choses. Vous êtes sûr que là, ça va marcher. Vous vous acharnez à peaufiner le truc, à le faire encore et encore, consciencieusement, peut-être à mettre du budget dessus, et ça ne marche pas. Ou alors ça stagne, ça ne marche pas, ça stagne, encore et encore. Et vous continuez, encore et encore et encore. En fait, c'est juste ça la clé du succès.
Je pense que la leçon, elle est juste là. Un jour, ça marche. Vous ne savez pas pourquoi. C'est la même chose que d'habitude. Vous avez juste continué, vous avez juste fait encore et encore, vous avez juste persévéré et un jour ça marche. Un jour, alors que vous signez 2-3 clients par semaine, d'un coup vous en signez 20, 25, 30 et ça ne s'arrête pas. Et ça prend un rythme que parfois vous ne savez même pas comment vous allez gérer. Et là, c'est là où le travail paye. Mais c'est là aussi où il ne faut pas se perdre. On voit beaucoup de coachs perdre pied. On voit beaucoup de coachs, bien sûr, prendre plus de travail qu'ils ne peuvent le faire. Ce n'est pas forcément à blâmer parce que c'est difficile de savoir quand tu n'as pas de travail, d'un coup tu en as trop. C'est difficile de refuser parce que tu as peur de manquer, ça se comprend. C'est aussi difficile de savoir ce que tu vas réellement pouvoir gérer ou non tant que tu n'es pas dans la pratique, ça reste de la théorie. Mais donc il y a ce cas de figure qui peut arriver, ceux qui s'emballent et qui se disent je vais augmenter les tarifs, qui pratiquent des tarifs de malade, sauf qu'à un moment ça s'estompe, il n'y a plus de demande, ils se sont fait avoir, et ceux qui prennent trop la grosse tête, qui s'emballent, qui changent leur façon d'être, leur mode de travail, peut-être parce qu'en vérité c'était pas honnête, c'était marketing, et qui se perdent. Donc le plus dur c'est de casser ce plafond de verre, mais c'est aussi de tenir la cadence et de rester fidèle à sa façon d'être pour continuer jusqu'au prochain plafond de verre et les franchir un par un, les uns après les autres comme ça. Et c'est ça le plus dur. C'est l'histoire de ma vie, mais c'est l'histoire de la vie de tous ceux qui entreprennent et qui continuent à entreprendre, surtout dans un même domaine, une même activité et un même business. Voilà, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que suite à ça, j'ai cassé les plafonds de verre les uns après les autres. Donc voilà ce que j'ai à vous dire et les conseils que j'ai à vous donner. Si aujourd'hui vous débutez et un jour comme moi, à force de persévérance, vous rencontrez le succès, un succès qui est rapide, parfois trop rapide, et vous ne savez pas comment gérer parce que vous avez de gros objectifs, une grosse vision, vous prenez confiance en vous et vous voulez vous développer. La première erreur que j'ai faite, c'est de vouloir recruter trop vite, recruter trop de monde et recruter plus par affinité que par compétence. C'est-à-dire que quand vous n'avez aucune expérience, eh bien, vous ne savez pas à quel point le recrutement est ultra important et à quel point c'est un vrai métier. Vraiment, les RH et DRH ne sont pas des gens qui servent à rien dans la vie d'une entreprise. Bien au contraire. Et vous devriez, si vous en avez, que vous êtes patron, les écouter. Pas comme moi j'ai fait, agir trop à l'émotion et trop à votre instinct. Parce que bien souvent, ça ne marche pas. Donc, ça c'est la première erreur. La deuxième, quand on est un jeune, pour moi, entrepreneur et chef d'entreprise, c'est de croire qu'un employeur, un dirigeant, parce que vous le devenez, doit tout déléguer. Le patron doit plus faire ci, doit plus faire ça, et je vais déléguer ci, et je vais embaucher quelqu'un pour ça, etc., etc. Je pense que c'est une très mauvaise idée, parce qu'on s'emballe. On n'est pas chez Coca-Cola, on ne fait pas 10 millions de chiffres d'affaires du jour au lendemain, il faut procéder par étapes. Ça ne veut pas dire qu'un jour, bien sûr, vous ne devez pas déléguer énormément de choses et ne faire plus que diriger, même si ce n'est pas ma vision aujourd'hui, et je pense qu'il faut quand même toujours mettre la main à la pâte et être dans le travail pour vous rendre compte de ce, pour vous, et être dans le travail pour vous rendre compte de ce que vous demandez aux autres, de la qualité du travail sur le terrain, etc., etc. Je pense que c'est fondamental, au moins par période, mais des chefs d'entreprise certainement plus confirmés qui regardent cette vidéo pourront donner leur avis dans les commentaires, bien sûr, c'est que mon avis. Voilà, donc ça c'est le conseil que je donnerais. Je dirais qu'en tant que coach, si vous voulez pousser un business de coaching, je resterai aussi longtemps que possible seul. Aussi longtemps que possible. Et si c'était à refaire, je prendrais moins de monde et je déciderais de faire moins de chiffres et de faire un moins gros business plutôt que d'embaucher des gens. Voilà. J'ai une expérience très très difficile, des expériences très très difficiles avec cette partie-là vraiment. J'ai été très souvent déçu, même si bien sûr j'en porte la responsabilité parce que dans toute relation, qu'elle soit pro, amoureuse, etc., amicale, quand il y a un conflit, une séparation, une trahison, on ne peut jamais incomber toute la faute à une personne. On a forcément une part de responsabilité, au moins de ne pas s'être rendu compte des choses avant, parfois d'avoir été naïf ou des choses comme ça. Voilà. Donc,
Loin de moi l'idée de dire l'enfer c'est les autres, pas du tout. Je vous explique juste qu'avec ça j'ai eu de mauvaises expériences. Et c'est ce qui explique aussi aujourd'hui ma vision des choses, ma vision du coaching, de l'entreprise en général et de mes projets futurs. Ensuite, un autre conseil qui pour moi est fondamental, qui pour ma part était inné, parce qu'à une certaine période de ma vie, j'ai tellement manqué à ne pas savoir si j'allais pouvoir manger parce que j'avais pas d'argent, etc., à ne pas savoir si j'allais pas être expulsé et vivre au dehors, qu'aujourd'hui je suis un paranoïaque et je garde toujours de l'argent sur le compte. Toujours, toujours. De l'entreprise, j'ai toujours gardé une réserve, parfois à l'extrême et de manière débile. Donc j'ai jamais eu fait cette erreur qui est de croire que le moindre euro est à vous. De croire que votre chiffre d'affaires est égal au salaire et à la somme que vous pouvez dépenser. C'est une très très grave erreur. Dans la vie d'un entrepreneur, d'une entreprise, vous avez toujours des surprises, surtout en France. Vous avez toujours un organisme sorti de nulle part qui va débarquer du jour au lendemain et vous demander des taxes, un impôt, un truc que vous n'êtes pas déclaré. Toujours. Et si vous avez tout dépensé, vous vous êtes acheté une super caisse, le dernier iPhone, vous voulez frimer, vous croyez que vous avez du succès, vous croyez que vous êtes un dieu, bah vous êtes sacrément dans la merde si vous raisonnez comme ça. Si vous êtes bon dans ce domaine, si vous n'êtes pas un flambeur, juste un frimeur et quelqu'un qui a de l'ego et que vous réfléchissez un tant soit peu, lorsque vous gagnez 1 euro, vous mettez toujours 25 centimes dans votre poche. Vous mettez toujours ensuite le reste, vous le répartissez entre garder une trésorerie au cas où, pour les imprévus. Bien sûr, vous comptez toutes les taxes, etc., tout ce que vous savez que vous devez déjà payer, et le reste pour réinvestir, pour construire votre business. Si vous voulez réussir, si vous voulez ne pas avoir de problème un jour, avec le côté juridique en France, avec si un jour il y a un problème avec un client, être consciencieux et tenir sur la durée, faire un vrai business solide, gagner vraiment votre vie, vous acheter une maison, nourrir une famille, voilà, vraiment aller loin, mettez de côté et investissez pour faire croître votre entreprise. Sinon, un jour vous êtes là, un jour vous êtes là. Pourquoi? Parce que un jour vous êtes là, vous investissez rien, vous progressez pas, vous faites toujours la même chose. Et bien pendant ce temps, les autres qui investissent, eh bien ils vont croître. Et vous allez rester là. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez en bas. Donc ayez cette vision, c'est super important. Et c'est vraiment ça, et cette vision uniquement, qui dans les moments difficiles, très difficiles, où certains auraient pu me mettre à terre, eh bien ils n'ont pas réussi. Parce que j'avais ce coup d'avance, cette vision, cette prévision, et c'est toujours le cas. Mon dernier conseil, c'est ne soyez pas arrogant. N'ayez pas l'arrogance de penser que vous êtes le meilleur, que vous êtes omniscient, que vous pouvez écraser les autres. Ne faites pas cette erreur, parce qu'un jour ou l'autre, ça vous retombera dessus. Par expérience, ce que j'ai vu ces 12 dernières années, c'est que tous ceux qui construisent leur business sur l'arrogance, sur la prétention et sur le fait de constamment dénigrer les autres et faire le contenu sur le dos des autres, ça cartonne à un moment donné. Les gens adorent, les gens rigolent, les gens adhèrent. Ils ont vraiment un investissement de fou de leur communauté, mais un jour ou l'autre, les gens se lassent de recevoir tout le temps du négatif à la tête. Tout le temps du négatif, de la critique, du négatif, de la critique. À un moment, même les fans les plus absolus en ont marre. Ils veulent du positif, ils veulent de l'espoir, ils veulent de la motivation. Et ce jour-là, pour ces gens-là, tout s'effondre. Ne regardez pas ce qui se passe autour autrement que pour vous motiver. Ou autrement que pour analyser et en parler de manière objective. Pas pour critiquer, pas pour copier, pas pour dénigrer, pas pour vous complexer inutilement, et ni pour créer un complexe de supériorité ou d'infériorité. Ça ne sert à rien. Croyez en vous, croyez en vos rêves, persévérez, agissez intelligemment, avec modération, acceptez chaque étape, chaque palier, et je vous jure que vous réussirez.